Et maintenant, je vous demande d'accueillir comme il se doit notre modérateur, notre homme d'orchestre, sur qui toute cette journée repose, oh là là, Grégoire Poulsial, des Échos. Merci. Merci beaucoup. C'est pas moi la star aujourd'hui. On va donc commencer tout de suite cette première table ronde. Je vais donc demander à nos intervenants de venir sur scène. Donc j'appelle Cornelia Hamelmann. Vous êtes, allez-y, je vous en prie, directrice du projet au DFFF, qui est donc le Fonds fédéral allemand de financement du cinéma, qui a été créé en 2007. Et donc elle va nous en parler de façon beaucoup plus précise. J'appelle ensuite Madame Margaret Ménégoz à venir nous rejoindre. Donc on ne vous présente presque plus. Vous êtes productrice, donc à la tête des films du Losange. Vous avez été présidente d'Unifrance, présidente de l'Académie franco-allemande du cinéma. Vous avez été également à l'origine de la création du mini-traité franco-allemand au début des années 2000. J'appelle également Monsieur Pierre-Emmanuel Le Serre, s'il vous plaît. Merci. Donc vous êtes directeur des affaires européennes et internationales au CNC, que vous avez rejoint en novembre, suite à la nomination de Madame Frédérique Bredin au CNC. Donc évidemment, vous nous parlerez du mini-traité franco-allemand. J'appelle ensuite Monsieur François Doge. Donc vous êtes cascadeur d'origine suisse, mais résident en Allemagne depuis de très très longues années, 35 ans si je crois bien. Vous êtes président de l'association des cascadeurs en Allemagne et également président de l'association regroupant toutes les associations de techniciens en Allemagne. Et en fait, j'appelle, pardon. Ah, pardon. De l'association Fêtière. Fêtière, pardon, voilà, excusez-moi. Et j'appelle Rémi Chevrin, donc directeur photo et co-président, que je ne me trompe pas une nouvelle fois, de l'association française des directeurs de photographie. Voilà, on va commencer tout de suite cette première table ronde. Donc il y a beaucoup de sujets à aborder. On va parler évidemment du financement donc, du système du cinéma allemand. On va parler évidemment du mini-traité franco-allemand donc, qui a été, je vous rappelle, créé au début des années 2000. Donc on va essayer de faire un bilan et voir un peu de quelle façon on peut le faire évoluer. Et puis on va aussi parler de la façon de faire des films tant en France qu'en Allemagne. Donc les questions de convention collective, d'organisation du travail, les questions de salaire, pourquoi pas. Voilà, tout de suite, Cornelia, je me tourne vers vous. Donc vous dirigez, je rappelle, le DFFF, qui est le Deutsche Filmförderfonds. Voilà. Donc c'est un fonds fédéral qui a été créé en 2007. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne ? Oui. Ça, c'est facilement fait. Je vais expliquer en bref, disons. Alors, c'est un fonds qui a été créé en 2007 pour vraiment soutenir, bien sûr, l'industrie allemande, mais aussi pour attirer des productions internationales à venir en Allemagne pour tourner les films. Et c'est vraiment fait pour les produits, pour les productions cinématographiques, c'est fiction, documentaire, animation, avec des budgets minimums. Comme fiction, il y a 1 million, animation 2 millions, et documentaire 200 000. Ce sont les minimum budgets que nous demandons pour faire une application au DFFF. Puis, il nous faut, c'est pas très originel, mais c'est comme ça, il nous faut un producteur allemand qui fait la demande de soutien. Et ce qui est très important, il doit passer un test culturel et il doit déjà nous présenter un contrat avec un distributeur, parce que c'est écrit là que c'est peut-être indispensable en Allemagne, ou c'est dispensable en Allemagne de publier les films au cinéma, mais pas avec le DFFF. Avec le DFFF, on doit forcément montrer les films au cinéma. Si le producteur remplit toutes les conditions d'éligibilité, il a le droit, il reçoit de nous 20% des coûts éligibles en Allemagne. Il doit nous confirmer qu'il dépense au moins 25% du budget total en Allemagne et nous lui donnons jusqu'à 20% des coûts éligibles. Et ce n'est pas remboursable, alors c'est vraiment un soutien comme ça qu'il peut garder. Et ce fonds donc, a été créé en 2007. Pourquoi il a été créé si tardivement, alors qu'en France, le fonds de soutien du CNC date de la...
Oui. Ah, c'est un Alors, crédit d'impôt. oui. D'accord. Le FFA, qui correspond au CNC, ça existe déjà depuis 1968. Et nous avons eu un système de soutien qui marche très bien en Allemagne avec les régions, comme vous l'avez dit, et le FFA ensemble. Et puis, quelqu'un a eu l'idée de créer des fonds pour ne pas payer des impôts. Et comme ça, il y avait des fonds pour l'industrie du film, mais les argents ne sont pas restés en Allemagne. Il y a la parole Stupid German Money qui est née. C'était vraiment des fonds qui ont pris de l'argent, on l'investit dans des productions, mais l'industrie allemande n'a pas profité. Et comme ça, on a vu ça. Et comme ça, en 2007, le ministre de la Culture, c'était M. Neumann, il a initié ce fonds, le DFFF, vraiment pour soutenir vraiment l'industrie allemande, et c'est de l'argent fiscal, quoi. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner un bilan des films qui ont été soutenus, un bilan quantitatif des films qui ont été soutenus depuis 2007, pour avoir un ordre d'idée? Oui, alors notre budget, 160 millions d'euros par an. L'année passée, nous avons eu à disposition 70 millions. Et normalement, l'argent est vraiment dépensé en totalité. Et nous soutenons plus ou moins entre 100 et 115 films par an. Donc ça fait les 2 tiers de la production allemande à peu près? Oui, peut-être même de la production allemande, plus, je dirais. Mais oui, plus ou moins, oui. Et alors, il y a le fameux levier qu'on regarde si ça vaut le coup, le système. Et ça nous confirme qu'en principe, pour chaque euro que le DFFF dépense, on reçoit 6 euros sont investis dans l'industrie allemande. 1 pour 6. D'accord. Et quelles sont, à votre avis, les principales difficultés que rencontrent les producteurs allemands pour financer leurs films aujourd'hui? Je crois que ce n'est pas seulement en Allemagne, mais je crois de trouver vraiment le financement en totalité et aussi autant qu'on a besoin l'argent. Ça, ce sont les difficultés. Et le tour de table d'un film, donc il y aura le DFFF, il y aura les Länder. Est-ce qu'il y a des chaînes de télévision qui sont aussi présentes ou pas du tout? Oui, ils sont présentes. On dit que c'est devenu moins. Quand je regarde nos statistiques, honnêtement, dans les films que nous soutenons, le DFFF, je vois toujours une participation quand même assez forte des chaînes, mais c'est comme partout, peut-être ça a diminué un peu. D'accord. Et donc l'Allemagne fait beaucoup de coproductions internationales, pas que des coproductions franco-allemandes. Pourquoi, à votre avis, les producteurs allemands font beaucoup appel aux coproductions? Personnellement, je pense, ça dépend des projets, vraiment. L'Allemagne est très, très ouverte aux coproductions. Il y a pas mal de possibilités de financement. Je crois aussi, honnêtement, grâce aux écoles et grâce aux programmes médias aussi, il y a beaucoup plus de coproduction. Il y a les outils, il y a les fonds régionaux qui sont assez ouverts, qui soutiennent leurs producteurs, même si ce n'est pas une production majoritaire allemande, et le DFFF et la FFA, l'ensemble. D'accord. Et j'ai vu dans votre bilan, donc pour l'année 2012, il y a eu 8 coproductions avec la France, dont 6 en bilatéral. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Vous voudriez en faire plus, personnellement? Personnellement, j'aime les coproductions et j'aimerais bien que ce soit en plus, et aussi avec la France. Mais je viens d'apprendre quand même, oui, ça c'est le numéro des coproductions soutenues par le DFFF, mais j'ai entendu quand même qu'il y a beaucoup plus de coproductions entre l'Allemagne et la France. J'ai entendu quelque chose 40, non, par an, ce qui est beaucoup, mais c'est logique que pas toutes les productions sont soutenues par notre DFFF parce que quand même, comme j'ai dit, on doit dépenser au moins 25% en Allemagne et ce n'est pas toutes les productions qui font ça, c'est logique. D'accord. Et est-ce que l'action du DFFF peut aussi s'orienter vers plus en amont de la filière, vers l'écriture, vers le développement du film? Non, pas du tout. Le DFFF, c'est vraiment un soutien à la production uniquement, mais dans la structure ou l'institution, le FFA, qui correspond au CNC, où je suis basée, qui gère vraiment le DFFF, il y a toutes les possibilités. Il y a la distribution, le développement, il y avait la formation. Là, il y a vraiment d'autres possibilités de soutien aussi. D'accord, merci beaucoup. Margaret Manegos, je me tourne vers vous. Vous avez produit des films en France, en Allemagne, des coproductions. Quelles sont, selon vous, les principales différences dans le financement des films entre les deux pays? Dans le financement, il n'y a pas grande différence.
surtout depuis que le crédit d'impôt a été créé en Allemagne. Ça nous a beaucoup surpris, parce que lors de la Berlinale, on a fait une rencontre franco-allemande avec Monsieur Neumann, c'est-à-dire en février. Il avait préparé un beau discours, mais il a commencé par le dialogue avec les producteurs allemands et français qui étaient présents. Après, il a plié son discours, il l'a remis dans sa poche et il a dit « J'ai compris ce dont vous avez besoin et c'est ce que vous appelez en France le crédit d'impôt. Je vous promets, vous l'aurez avant la fin de l'année. » Et il l'a fait. Il a tenu sa promesse. Il l'a fait. Et est-ce que le périmètre du crédit d'impôt est comparable à celui de la France? Il est beaucoup plus ouvert que celui de la France. Je dois dire que le pays le plus ouvert pour les coproductions, c'est l'Allemagne. La France pénalise les coproductions sur le fonds de soutien. Et elle est beaucoup plus protectrice que l'Allemagne. Pour l'Allemagne, un Allemand est égal à un Français parce que nous sommes tous des Européens. Et ce n'est pas le cas en France. Qu'est-ce que vous reprochez alors au crédit d'impôt français? Qu'il est trop strict? Je ne reproche rien. C'est comme ça. Je vous dis un fait. J'ai l'impression que vous avez envie qu'il évolue quand même. Pardon? Vous avez envie qu'il évolue, le crédit d'impôt français, non? Mais je ne sais pas, si vous voulez. Il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut s'ouvrir aux coproductions, ou on veut mettre des barrières aux coproductions. C'est un choix que la profession doit faire. Et si la profession se met d'accord sur l'un ou l'autre des systèmes, à ce moment-là, on fait comme d'habitude. On va au CNC, on va dans les différents ministères, on se bat et presque toujours on obtient. Très bien. Et entre les deux systèmes français et allemand, est-ce que vous voyez, vous, des incompatibilités? C'est très sophistiqué. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'incompatibilité absolue, mais c'est un tricot minutieux qu'il faut faire. Par exemple, si vous voulez avoir accès au crédit d'impôt français et au crédit d'impôt des DFFF pour le même film, là, il faut se lever tôt et tricoter minutieusement. C'est comme une dentelle à faire. Et donc vous avez été à l'origine de la création du mini-traité, donc c'était en 2001. Oui, en fait, si vous voulez, ce mini-traité s'est créé sous la pression de nos collègues allemands. On était un peu frileux en France. Comment investir de l'argent dans le cinéma allemand? Ça paraissait absurde à l'époque. Et sous la pression de nos collègues allemands, et je crois me souvenir, c'était le règne de David Kessler à l'époque, on a pu faire entendre que bien sûr, il y aura de l'argent français dans le cinéma allemand, mais il y aura de l'argent allemand dans le cinéma français. Et quand on regarde les statistiques depuis 12 ans, il y a plus d'argent allemand dans les films français que d'argent français dans les films allemands. Et comment vous l'expliquez ça, alors que les producteurs français ne sont toujours pas décidés à investir dans des coproductions allemandes, franco-allemandes? Mais c'est une question de sujet, d'auteur. Pour dire franchement, en ce moment, le cinéma allemand, malheureusement, n'est pas à la mode en France, comme à d'autres époques, le cinéma italien pouvait être à la mode, ou le cinéma britannique. C'est une entente. C'est quoi une coproduction? C'est une entente, un amour commun d'un scénario, de la qualité d'un scénario qu'un producteur allemand, un producteur français aiment, s'enthousiasment à égalité, qu'ils se mettent d'accord sur un metteur en scène dans lequel ils donnent leur confiance tous les deux. Et ça, c'est la base de tout, avant de passer au financement, avant de passer à comment réaliser le film. Et pour vous, quel est le pays le plus attractif? Où vous préférez faire des films? Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets? Oui, il y a des sujets, si vous voulez, en gros, en dehors du problème du studio. Un studio est un studio n'importe où dans le monde. Ils sont insonorisés, bien équipés, avec des loges, il n'y a pas de... Mais disons que c'est tout ce qu'on ne peut pas tourner en studio
des parties d'un film ou des films entiers dont le scénario n'est pas adapté au studio, c'est le scénario qui décide où on doit tourner. C'est les acteurs. Est-ce que vous devez tourner en langue allemande ou en langue française? Nous avons fait le Ruban Blanc. Ça aurait été absurde de le faire en langue française, de vouloir le tourner en France. Où nous avons coproduit Amour aussi avec l'Allemagne. Comme c'était entièrement en studio, on aurait pu le tourner en Allemagne, on aurait pu le tourner avec des acteurs allemands, mais il se trouve que M. Haneke l'a écrit pour Jean-Louis Trintignant, et donc c'était un film français. Est-ce que vous pensez que les distributeurs français manquent d'appétit pour les films allemands? Oui, il y a beaucoup plus de films français distribués en Allemagne que de films allemands distribués en France, c'est vrai. Alors, on a essayé d'améliorer ça avec la création du festival qui a lieu à l'Arlequin, du cinéma allemand, où l'essentiel du public, c'est des distributeurs français qui sont assez assidus pour voir s'ils trouvent un film dans lequel ils ont suffisamment confiance pour investir les frais de sortie français pour le faire valoir. Ils sont un peu frileux, nous y compris, nous les Losanges, parce que nous sommes distributeurs aussi et vendeurs internationaux, mais on ne peut pas se forcer de distribuer un film parce qu'il est allemand. Il faut aimer l'histoire, il faut aimer la réalisation, il faut être ému, il faut être touché par le film. Ça se commande pas, si vous voulez. Des histoires d'amour, ça se commande pas. Ça vous tombe dessus. Et donc vous, le mini-traité, vous estimez qu'il fonctionne correctement aujourd'hui ou vous êtes un peu déçu, comme vous l'avez vu naître et grandir? Non, on est sans arrêt, comme tout le système français, si vous voulez. On a commencé, enfin nos ancêtres ont commencé après la dernière guerre mondiale, et on a sans arrêt raffiné, amélioré, perfectionner, sophistiquer, trouver des nouveaux contributeurs au fonds de soutien. Et c'est une longue marche, et le mini-traité, il est tout jeune, il n'a que 12 ans, et il est tout à fait améliorable, si vous voulez. En ce moment, on travaille sur un point très précis, c'est permettre les coproductions purement financières, comme nous avons la possibilité d'en faire avec l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne. On a fait une note verbale il y a quelques années, 2 ans peut-être, dans laquelle on a dit oui, on veut ça, mais toujours le protectionnisme français est intervenu en disant oh là là, attention, d'accord pour les coproductions financières, mais il faut au moins 25 points sur la grille de l'agrément, c'est-à-dire de l'industrie française. C'est une différence notable entre les coproductions financières que nous avons bâties avec l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne. L'Allemagne est plus vissée pour obliger d'employer des Français ou de l'industrie. Mais on est plein d'espoir parce que beaucoup, grâce aussi à mon voisin, on s'épanche maintenant sérieusement sur la question, et on en a beaucoup parlé aux rencontres franco-allemandes à Nancy également, et je pense que j'espère que dans très peu de temps, ça va aboutir. Merci. Justement, Pierre-Emmanuel Le Serre, je me tourne vers vous. Ce mini-traité, est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous décrire comment il fonctionne précisément, et après on verra peut-être les pistes d'évolution. Oui, alors c'est toujours une joie pour moi. Vous l'avez dit, je suis arrivé il y a très peu de temps, et je suis arrivé une semaine avant la tenue des rencontres franco-allemandes à Nancy. Lors desquelles j'ai pu mesurer à quel point l'outil que nous avons en termes de partenariat franco-allemand est unique. Alors, il fonctionne plus ou moins bien, je pense qu'il est évidemment améliorable, comme l'a dit Margaret Menegoz, mais il est unique, en ce sens où il va bien au-delà d'un accord de coproduction traditionnel que nous avons noué avec beaucoup de pays. La France est le premier pays au monde en nombre d'accords de coproduction avec des pays, d'accords de coproduction bilatéraux. Mais avec l'Allemagne, ça va beaucoup plus loin, dans le cadre du mini-traité qui a été signé en 2001, puisque non seulement vous avez l'accord de coproduction traditionnel, mais vous avez par ailleurs un fonds de soutien sélectif doté de 3 millions d'euros chaque année, qui permet de soutenir, dans le cadre d'une commission que connaît bien Margaret,
un certain nombre de coproductions franco-allemandes grâce à un soutien qui, encore une fois, fait 3 millions d'euros par an. Donc c'est très très substantiel. Et donc combien de coproductions sont concernées par an à peu près ? Alors vous en avez à peu près 10 à 16, selon les années récemment, qui ont pu être soutenues par ce fonds sélectif. Encore une fois, ça ne prend pas en compte l'ensemble des coproductions franco-allemandes qui sont plus nombreuses que ça. Mais depuis l'instauration du mini-traité et de ce fonds, on est passé de 3-4 coproductions soutenues par an à 10-16. Donc c'est un soutien, bien entendu, l'artistique prime, hein, c'est comme les histoires d'amour, c'est ça qui fait les grandes histoires franco-allemandes, mais ce soutien sélectif, cet instrument financier, il a été réellement porteur du développement des coproductions franco-allemandes. Alors il n'y a pas que l'aspect coproduction, il y a aussi l'aspect formation, puisqu'on a un atelier Paris-Ludwigsburg, qui est une coopération entre la FEMIS, l'école de Ludwigsburg, et même une école londonienne maintenant, qui permet au stade de la formation d'avoir des échanges franco-allemands. Et puis j'ajouterais ce qui est en cours là de constitution, qui est la création d'un fonds d'aide au développement des projets. Donc on est entre la formation et la coproduction, un fonds qui serait doté de 100 000 euros par chaque État pour aider des projets, mais au stade du développement. Et là, après 2 ans d'échanges diplomatiques entre les ministères et les CNC et le FFA allemand, on devrait pouvoir le mettre en place cette année. Et Margaret Ménégos pointait une certaine rigidité dans l'application du mini-traité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Le mini-traité, comme je l'ai dit, il est permis de faire passer en âme de... Là, c'est vraiment statistique. Hein, le nombre de coproductions, en gros, on a multiplié par 5. Le nombre de coproductions agréées. Donc, c'est quand même un outil formidable, au contraire de développement du franco-allemand. Après, les dispositifs nationaux qui sont utilisés quand on finance un film, les producteurs essayent d'émarger à l'ensemble des soutiens possibles. Et là, évidemment, les systèmes ne sont pas toujours compatibles. Mais il n'en reste pas moins que dans le cas... Mais dans le cas de nos dispositifs, notamment d'incitation fiscale, on a 2 crédits d'impôt en France, donc on peut quand même avoir deux guichets en la matière. Et il se trouve que le nombre croissant de coproductions fait qu'on est sur un système qui, au global, est quand même très, très, très positif. Et quelle piste, alors, vous voyez, vous, pour faire évoluer ce mini-traité ? Alors, la première piste, c'est celle dont on a parlé, qui est l'instauration effective de ce fonds de développement pour qu'on soit présent sur la formation, sur le développement, sur les coproductions. Et puis, il faudra bien entendu, Frédéric Brodin l'a dit d'ailleurs aux rencontres franco-allemandes, il faudra insister sur la diffusion et la meilleure diffusion de nos films de part et d'autre. Donc, ça veut dire que ce fonds de développement, c'est très important pour aider la relève aussi et préparer les films de demain. Et puis, vous avez toute la discussion actuelle sur les coproductions financières qui n'est pas terminée, puisqu'il faut vraiment qu'on s'accorde avec les Allemands là-dessus sur quels sont nos intérêts et éviter qu'on aille vers un système où on ne fasse finalement que des coproductions financières, alors que tout l'intérêt du système actuel, c'est quand même d'avoir des coproductions artistiques très très fortes et traditionnelles. Et c'est ce segment-là que l'on veut développer avec tous les liens que l'on a réussi à créer. Et est-ce que vous envisagez une mesure pour une meilleure distribution des films allemands en France dans le cadre de ce mini-traité ? Alors nous avons déjà des dispositifs qui aident, c'est des dispositifs français qui aident la distribution en salle des films étrangers. Et donc c'est là-dessus que l'on doit s'appuyer. Après, pour créer une envie de films allemands ou franco-allemands en France, ça passe aussi par d'autres outils et l'animation d'un public qui a envie de ce cinéma. Margaret disait, le cinéma allemand n'est pas à la mode, c'est fort regrettable. Et donc c'est à nous aussi de faire en sorte, via nos rencontres, de le rendre à la mode, désirable pour notre public, qui est quand même un public extraordinaire. La France, c'est à presque 200 millions d'entrées par an, ce qui n'a pas d'équivalent en Europe. Et donc c'est sur la base de ce public très cinéphile que l'on peut provoquer ce désir de cinéma allemand. Alors oui, il y a des aides par ailleurs par nos associations et nos organismes tels que German Film ou Unifrance
pour la distribution en salle de nos films. Et alors l'Allemagne fait beaucoup de coproductions minoritaires. Est-ce que pour vous c'est un exemple à suivre pour la France, pour les producteurs français? Alors on en fait beaucoup aussi. C'est vrai qu'on dit souvent, notamment à Bruxelles, que les Allemands sont extrêmement présents dans l'ensemble du cinéma européen via des prises de participation, des coproductions minoritaires des Allemands dans les autres cinémas. Mais alors, on a un peu regardé les chiffres. Grosso modo, la production allemande et la production française, c'est 25% de coproduction minoritaire à chaque fois. Donc nous sommes également très présents via des coproductions minoritaires dans l'ensemble du cinéma européen. Et puis nous avons quand même créé il y a 2 ans l'aide au cinéma du monde, qui est un guichet universel doté de 6 millions d'euros par an et qui permet d'aider aujourd'hui dans les lauréats 40% de films européens. Donc les Allemands sont très présents en coproduction minoritaire, les Français également. Et quel rôle peuvent jouer les deux gouvernements, côté français et côté allemand? Alors je pense que là, pour le coup, c'est une question à poser vraiment à l'ensemble des participants de la table ronde. Je pense que l'enjeu européen, on a une coopération bilatérale qu'on va développer, mais qui est déjà très forte. Et qu'on va développer parce qu'on voit qu'elle peut, sur l'ensemble des stades d'une œuvre, se développer et créer cet esprit franco-allemand dans le cinéma. Mais nous avons un enjeu européen très fort. Cette année, il y a les élections au Parlement européen, il y a une nouvelle commission européenne qui s'occupera des sujets audiovisuels et cinématographiques. Et là, les positions franco-allemandes sont extrêmement importantes pour faire avancer le dossier et pour créer vraiment cette Europe des solidarités dans le cinéma. Et est-ce qu'en France, la multiplication des guichets pour boucler le tour de table d'un film, ça ne constitue pas un frein, notamment pour mettre en place les coproductions? Est-ce que ce n'est pas plus compliqué, en somme, de faire un film en France qu'en Allemagne? Là, je pense qu'aussi l'ensemble du milieu professionnel pourra répondre à cette question. Le système français est relativement sophistiqué, c'était comme le système allemand d'ailleurs, et donc toute sophistication, tout raffinement d'un système impose de créer des aides bien spécifiques pour aider un certain stade d'une œuvre ou certaines productions en particulier. Donc c'est peut-être un peu le revers de la médaille que d'avoir autant de guichets. Cela dit, d'un point de vue anecdotique, je ne suis pas certain que le système allemand soit beaucoup plus simple que le système français. Quand on pense à un film récent qui s'appelle Whisky, alors j'ai perdu le titre du film, qui raconte l'histoire, la difficulté de produire en Allemagne un film en raison de la démultiplication des guichets. Un film d'Andreas Dresen, Whisky auf... ma collaboratrice Magali, Whisky mit Vodka, qui raconte aussi pour une équipe de tournage les difficultés bureaucratiques et autres qu'il y a en Allemagne à faire un film. Je pense qu'on pourrait faire évidemment l'équivalent en France, donc ça ne serait pas whisky, mais ça serait autre chose, pastis mit quelque chose d'autre. Mais donc on a tous des histoires à raconter, de difficultés d'aller émerger à l'ensemble des guichets. En même temps, c'est quand même un soutien assez formidable à notre industrie. Je vous en prie, allez-y, oui. En général, c'est toujours difficile de dire les choses en général, mais dans tous ces 20 ans passés à travailler avec l'Allemagne, je me suis aperçue que le potentiel commercial en salle d'un film, c'est un critère en Allemagne, alors que pour les subventions en France, ça n'est pas un. Donc il y a quand même, quand on dit c'est une sur votre tableau là tout à l'heure, c'est une orientation, c'est une production plus industrielle, c'est vrai. Nous, assez récemment, on a obligé les demandeurs de différents guichets de subventions de présenter un distributeur, ce que je trouve normal. Si quelqu'un doit investir de l'argent dans un film, on veut savoir comment le film va être exploité. C'est quelque chose qui existe d'origine en Allemagne. Ça, c'est une différence, disons, de conception du cinéma. Je pense que c'est plus juste de dire comme ça que de dire culturel ou industriel, parce que c'est pas très précis. Mais comment vous analysez, par exemple, Margaret Ménégoz, l'audience des films allemands en France? Vous disiez que le cinéma allemand n'était pas très à la mode.
Il y a des miracles. Il y a des miracles parfois. Il y a des quand même. miracles de films allemands en France, mais c'est vrai que il y a beaucoup moins de spectateurs en France sur une année pour des films allemands. Même si on met dans la moyenne Goodbye Lénine, La Chute, La vie des autres, les grands succès, que des spectateurs pour le cinéma français en Allemagne. Alors, est-ce que c'est... je ne sais pas, parce que je ne peux pas raisonner comme ça. C'est des choses... Est-ce que ça a toujours été comme ça, historiquement? Est-ce qu'il y a toujours eu moins de spectateurs français pour les films allemands moins de films allemands à la télévision française que des films français à la télévision allemande, moins de spectateurs en salle, moins de films distribués. Pendant très longtemps, l'Allemagne a produit nettement moins de films que la France. Mais je pense que c'est une des raisons de fonder le mini-traité était que nous étions assez en non-speaking terms avec nos collègues allemands et qu'il fallait qu'on se réunisse régulièrement pour échanger, être au courant des projets, pouvoir s'intéresser aux projets les uns des autres. Et les 2 premières années, c'était des panels de chaque côté, des panels d'exploitation, de distribution, de production et tout ça. Et la 3e année, je me suis aperçue qu'il y avait un grand groupe qui discutait dans le jardin. Et je me suis dit, ça y est, on est en train de réussir. Ils parlent entre eux de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est le but de cette entreprise du mini-traité essentiel. Donc vous êtes satisfaite sur ce point? Oui. Parfait. Merci. François Doge, je me tourne vers vous. Donc, comme je l'ai dit, vous dirigez l'association fêtière des associations en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous faire un point général sur la façon dont on fabrique les films en Allemagne? Comment ça se passe? Excusez-moi, vous avez un micro. Alors, c'est très simple. Pour moi, il y a un peu de tout en France. La façon de faire des films, on peut avoir des films avec un petit budget, où c'est très comparable à ce qui se passe en Allemagne. Il y a une grosse différence qu'on voyait dans les questions. Le premier assistant, le système du premier assistant qui a une responsabilité juridique, comme sur les Américains, qu'il y a en France, et qui est peu courant en Allemagne sur un film allemand. Le responsable juridique est un régisseur de plateau. Ça, c'est la grosse différence. Sinon, moi, je vois... c'est assez facile de sauter d'un film à l'autre. D'accord. Et en ce qui concerne la convention collective, est-ce qu'elle existe en Allemagne? Et est-ce qu'elle est bien appliquée? Voilà. Alors ça, c'est la grosse différence. Les heures de travail sont régies, les bases légales sont absolument là. Il y a d'abord l'Arbeitszeitgesetz, qui est une loi sur le temps de travail, qui est la loi générale pour tous les travailleurs. Et les gens du cinéma font un Tarifvertrag, une collection collective qui est en train de se discuter, qui n'a pas encore été signée, c'est valable tous les 3 ans, c'est-à-dire que la dernière s'est terminée le 31 du 9 2013, qui, elle, autorise à travailler plus longtemps. Et là, les dernières 3 années, on avait le droit de faire 13 heures par jour en Allemagne. Et pour détourner la loi qui dit maximum 10 heures, ils ont marqué sur la loi que dans ces 13 heures, il devait y avoir 3 heures d'attente, c'est-à-dire de mise à disposition, comme un médecin fait, etc. Ce qui n'est pas possible, ce qui était simplement une façon de détourner la loi. Alors ça, vous dites que la loi, la réglementation allemande est systématiquement détournée dans le cadre des conventions collectives? Voilà. Ou c'est des exceptions à la règle? Non, alors il y a eu par exemple les 7 dernières années. Alors, il n'y a eu que 2 sociétés qui ont eu des problèmes. Une a fait faillite parce qu'il faisait avec un réalisateur très connu, Dominique Graf, qui lui faisait minimum 16 heures par jour, mais tous les jours. Donc il ne respectait pas les 11 heures. Et à ce moment-là, il y a eu au milieu d'un tournage de nuit, quelqu'un qui est arrivé des services de contrôle et qui a bloqué le tournage et qui a demandé d'avoir un autre plan de travail permettant de faire moins d'heures, et ce qui a rajouté 10 jours de tournage à tout etc. La société n'a pas supporté. Et il y a eu un autre film qui était sur un film américain de Babelsberg, où là, les rapports des heures de travail avaient été trichés, c'est-à-dire ils ont demandé
aux gens de modifier les rapports des heures de travail, et ensuite il y en a un qui s'est plaint, et c'est les seuls 2 cas qui ont eu des problèmes. Tous les autres n'ont jamais... C'est-à-dire qu'il y a très peu de contrôle et très peu de remise en question de ceux qui violent ces conventions collectives. Voilà. Et, on a fait il y a 7 ans, c'est-à-dire que l'association fêtière de toutes les associations, qui représente environ 5000 personnes, on a fait le tarif Treue depuis 7 ans, qui est la fidélité à la convention collective. Et ça fonctionne comme ça. Une personne ayant signé un contrat qui ne respecte pas la convention collective, ou alors qui, au bout d'une semaine, peut donner son contrat, envoyer son contrat, il faut qu'il le soit complet, on voit son nom, son travail, etc. Ce contrat est déposé chez un avocat qui, lui, contrôle le contrat, et ensuite, il est resté là. Après, on reçoit seulement une copie sans le nom, sans la position, et on demande aux collègues s'il y a eu, il nous faut minimum 3 contrats qui ne respectent pas la convention collective. Et sur la même production. Sur la même production, sur le même film. Est-ce que ça marche, cette procédure ? Alors cette procédure, il y a eu jusqu'à maintenant seulement 16 productions qui se sont annoncées en ces 7 années. Ça fait 2,3 films, disons, par année, ce qui est pas assez. Et c'est simplement les gens n'osent pas, simplement, même s'ils ont un contrat, les gens n'osent pas pour peur de perdre. Après, ils sont grillés dès le moment où la personne lui-même, ils ont peur, même si c'est complètement anonyme. Ils ont simplement peur d'être grillés et de ne plus pouvoir travailler. Et l'Allemagne fait aussi beaucoup de films de télévision. Est-ce que les conventions collectives sont les mêmes pour le cinéma et la télévision ? Absolument, c'est les mêmes. Voilà, il y a un syndicat qui est Verdi, qui dit que c'est le 2e plus gros syndicat du monde, qui lui fait la convention collective, et j'ai fait partie l'automne passé, là, et c'est le même pour les intermittents du spectacle. Et mais on a l'impression quand même que les associations que vous représentez se substituent un peu aux syndicats. Comment vous travaillez avec les syndicats pour justement qu'il n'y ait pas trop d'interférences ou Non, c'est pas du tout comme ça. Le syndicat est vraiment travaille comme un syndicat, alors qu'une association travaille plus pour le futur et dans l'avenir et pour nous améliorer. Nous, dans l'association des cascadeurs, nous avons eu la possibilité de discuter avec les assurances et d'être dans les choses positives. Et maintenant, tous les cascadeurs allemands qui sont dans notre association ont une assurance obligatoire et ils ne payent que 144 € comme assurance, comme RC professionnelle en tant que cascadeur, ce qui est très, très... Et c'est plutôt ces choses-là qu'on essaie d'atteindre, d'avoir des droits d'auteur. Depuis le 1er janvier, il y a maintenant... Et là, aujourd'hui, vous avez des droits d'auteur. Et voilà, alors depuis cette année, depuis le 1er janvier, il y a les cascadeurs, tous les gens du cinéma. Il y a une Ergänzungsvertrag qui a été signée, et c'est seulement pour les films de cinéma, où il y a le producteur, depuis le premier euro qui doit rembourser aux aides, comme ça c'est une façon, il doit donner 7,5%, qui est une participation aux bénéfices pour les droits d'auteur et qui est répartie entre à peu près tous les membres de l'équipe. Voilà. C'est très social, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens, depuis d'abord le réalisateur, les chefs, les caméramans, etc. C'est réparti sur tout. Et est-ce qu'en Allemagne, il y a des différences entre les Länder ? Alors, je veux dire, dans la façon de travailler, la façon d'aborder les tournages. Non, on ne peut pas dire qu'il y a une différence. Il y a des grosses différences de salaire. Entre Munich et Berlin, c'est pas les mêmes. Les loyers tout est bien meilleur marché à Berlin. Et là, il y a des grandes différences. Je connais un producteur qui, à l'époque, mais il y a 10 ans de ça, disait: j'ai déplacé toute ma production d'une série de Munich à Berlin, et sur les salaires, j'économise 15%. D'accord, donc c'est vraiment Berlin qui joue la compétition. Voilà, c'était surtout après la chute du mur, c'était en 2003. Et c'est moins le cas maintenant. Il y a encore ces différences de salaire entre les Länder, ou c'est moins... Voilà. Enfin, moi, je vois vraiment ça dans les cascadeurs. Entre Hambourg et Munich, ce sont les villes les plus chères.
où, quand ils font un devis, il y a une concurrence beaucoup moins grande qu'à Berlin. Merci. Rémi Chevrin, je me tourne vers vous. Quand vous entendez votre collègue allemand, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, notamment sur le non-respect apparemment assez fréquent des conventions collectives? Un peu de surprise et en même temps la même problématique qu'on pouvait vivre en France depuis 7 ans, puisque la convention collective avait été dénoncée il y a environ 7 ans. Moi, je me réjouis qu'il y ait une convention collective qui ait pu être enfin votée et étendue ces derniers temps. Je crois que c'est il y a quelques semaines. On était dans une zone de non-droit de travail. La représentation du cinéma français, c'est des vrais points de PIB. Je crois que la ministre nous l'a rappelé récemment. Et imaginez que l'industrie du cinéma, c'est drôle parce qu'on parle d'industrie plus en Allemagne qu'en France. En France, on parle du cinéma français. J'ai cru entendre Cornelia dire l'industrie du cinéma. C'est vraiment culturellement des petites choses qui nous différencient. Le cinéma français avait besoin d'une convention collective, tout simplement parce qu'on ne peut pas imaginer avoir une aussi grosse industrie et ne pas avoir des règles de travail. Maintenant, cette convention, je suis le premier à la trouver perfectible. On est un certain nombre de techniciens à penser la même chose. Elle existe, elle se devait d'exister. On doit l'améliorer, réfléchir pour qu'elle puisse soutenir tous les films et d'une façon juste. Mais est-ce qu'elle est bien respectée, à votre avis ? Vous savez, elle vient juste de se mettre en place, donc c'est un peu compliqué. Ou alors est-ce que l'ancienne était bien respectée ? L'ancienne avait été dénoncée, donc les contrats se faisaient de gré à gré, c'était une mise en place d'une convention collective orale. Et qu'est-ce qui va changer alors avec la nouvelle convention collective qui se met en place là ? Et qui a pris plusieurs mois de négociations. On ne va pas refaire la convention collective ici. Non, mais peut-être un aperçu général. Il y a des points positifs qui sont une certaine flexibilité du travail, c'est-à-dire qu'on est plus sur l'idée d'un horaire fixe de tournage. C'est un nombre d'heures de travail, donc ça permet une vraie flexibilité pour le metteur en scène. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et il y a d'autres points qui... alors les autres points, c'est qui sont sur la rémunération ou le temps de travail. C'est sur le temps de travail, sur la flexibilité des horaires de travail qui sont glissantes sur 12 semaines avec un maximum de 48 heures. Alors c'est sûr que je pense qu'un certain nombre de films dus à la façon dont l'industrie du cinéma se fait dans le monde, on ne peut pas travailler que sur 39 heures, pas sur 42, pas sur 48. Faire du cinéma, c'est travailler entre 48 et 60 heures. Donc je pense qu'un certain nombre de films vont demander les dérogations. Nous, techniciens, on est contents de savoir que on va reconnaître les heures de travail. C'est ça aussi qui est important. Mais on ne peut pas imaginer faire des films comme on est fonctionnaire en allant à la poste. Pour nous, techniciens, chefs de poste, en tout cas à l'AFC, c'est ce qu'on pense, il faut défendre tous les cinémas et arrêter de penser qu'il faut rentrer dans des cases comme certaines industries peuvent l'être. Je pense à l'automobile. Il y a des heures de travail respectées. Le cinéma ne peut pas totalement fonctionner avec ces règles-là. La flexibilité, c'est une très bonne chose pour les metteurs en scène. Il faut bien le leur rappeler parce que je pense que c'est une convention collective extrêmement complexe à analyser, que producteurs et techniciens, nous sommes un peu bouche bée devant un document extrêmement complexe. Mais en ce moment, il y a des rencontres avec les producteurs indépendants pour réfléchir comment faire sa mise en place, son application. Parce qu'il y avait de fortes craintes des producteurs des films du milieu. Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui que ces craintes sont justifiées ? Les craintes sont justifiées, mais il y a encore une fois dans la convention, faut lire entre les lignes, il faut lire les lignes. Il y a moyen de produire et de produire, je dirais pas à moindre coût, mais intelligemment. C'est une question de construction ensemble. Moi, j'ai trouvé que cette année 2013 était très violente pour les relations humaines entre les producteurs, les réalisateurs et les techniciens. Il y a eu tentative, par certains médias aussi, de monter en épingle les gens qui fabriquent le cinéma. On en a été tous très touchés, très malheureux. Je crois que maintenant, cette nouvelle convention collective, et ça n'est pas que la convention collective, il faut mettre en place un nouveau départ. On n'est pas arrivé à une fin,
on a un départ et il faut réfléchir maintenant avec. Il y a une dérogation qui est sur 5 ans, on va avancer, on va faire des premiers essais, on va probablement payer les pots cassés, mais on va trouver des solutions pour que les films difficiles puissent se faire, et puis surtout réfléchir ensemble, c'est-à-dire producteurs, réalisateurs, techniciens autour d'une table. Je pense que ça va surtout mettre en avant un point important, c'est remettre la préparation du film sur le devant, parce que sur des films difficiles, on gagnera du temps et de l'argent en ayant travaillé avant. Ça, c'est un élément important, et je pense que c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les cinématographies européennes. Et qu'est-ce que vous appréciez, vous, plus particulièrement dans le système français, c'est fait justement de cette promotion, cette défense des petits films, notamment, qui sont très nombreux à être produits. Je crois que les stats du CNC, c'est environ 60 premiers films. Je crois que c'est ça, hein, qui sont produits par... 60 à 80. 60 à 80 premiers films soutenus par an. Chaque année, de plus en plus de premiers films, ce qui fait preuve d'une énorme vitalité et d'une diversité du cinéma français. Je m'en réjouis. C'est probablement en Europe, on n'a jamais eu autant de premiers films qui sont faits. Alors, beaucoup en France, c'est vrai, mais dans les pays étrangers, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, il y a une frange de jeunes metteurs en scène. C'est un vrai vivier, il faut les soutenir. Parce que ce sont eux qui feront le cinéma dans 20 ans. Donc il faut vraiment tendre une main vers ces films-là. D'où, en effet, une vraie problématique autour des premiers films qui se font très souvent et de plus en plus avec des budgets très serrés. Quand je parle très serré, c'est largement en dessous des 2 millions. Pour certains, largement en dessous du million. À l'AFC, on a fait un début d'étude sur la façon dont le cinéma indépendant américain se monte. Ce sont des films qui se montent avec 150 000, 200 000, qui sont parfois des films formidables, qui vont dans les festivals. Il faut qu'on réfléchisse aussi à ce modèle-là et savoir comment on le soutient, nous, techniciens. Et on aide les premiers longs métrages étrangers via l'aide au cinéma du monde. Donc la France est très impliquée dans l'appui au premier et second long métrage. Et de votre point de vue, et c'est une question que je poserai aussi à François Doche, qu'est-ce que ça change de travailler sur un petit film d'un budget inférieur à 2 millions, voire de 1 million, et d'une grosse production, en termes justement de façon de faire le film, de conditions de tournage, etc. Ça change beaucoup de choses. Les contraintes financières font que sur ces films, en général, le devis fait en lecture est largement au-dessus de la réalité financière du film, donc ça change pas mal de choses. Ça peut se terminer par des pages arrachées de scénario, ça peut se terminer par très souvent beaucoup moins de jours de tournage. Ça, c'est un levier quand même assez fort. Ça pouvait se terminer jusqu'à maintenant par des négociations salariales avec les techniciens. C'est une série de paramètres qu'il faut utiliser. Moi, j'aime bien les contraintes, donc c'est sûr que la contrainte amène à aller à l'essentiel du film, à ne pas gâcher, mais surtout construire intelligemment en travaillant et en cherchant des solutions qui sont souvent des solutions parfois un peu plus onéreuses que ce qu'on pouvait imaginer, mais qui sauvent du temps, des heures de l'équipe. Je pense que tous ces premiers films méritent vraiment, c'est le gros point du travail, c'est de la préparation. De la préparation. Et ça veut dire, mais ce qui veut dire comme quelque chose de très particulier vis-à-vis des metteurs en scène, c'est les mettre devant la réalité d'une décision à prendre avant tournage. C'est-à-dire de travailler avant. Je suis un peu dur en disant ça, mais l'idée qu'on puisse tourner et l'intuition du plateau sur ces films-là, c'est pas possible. Et François, vous faites le même constat pour l'Allemagne ? Sur la façon d'aborder les films en fonction de leur budget, il y a beaucoup de différences ? C'est-à-dire que ce qu'on voit vraiment, c'est qu'en réalité, sur les gros films, les gros budgets, comme que fait Babelsberg et autres, il y a beaucoup moins de problèmes où les plus gros problèmes, c'est les téléfilms, et j'ai envie de dire c'est la même chose, c'est la qualité des gens, de la façon dont ils préparent, de la façon dont ils organisent la chose, et le manque de pression sur la réalisation et autres. Et les films à petit budget qui sont, nous, quand c'est 2 millions, c'est déjà un gros film. Un petit film, c'est 100 000, entre 100 et 200 000 euros. Oui, parce que 2 millions en France, c'est un film déjà avec un budget pas important, mais un vrai budget, quoi. Voilà. Ouais. Alors qu'un premier film, ils ont entre 40 et 200 000 euros. Quoi. Mais il y a beaucoup de films qui se font comme ça, avec ce budget-là en Allemagne. Voilà, mais avec des tout petits budgets. Toute l'équipe travaille sans rémunération à ce prix-là. Ouais. Donc c'est des premiers films où on aide les gens, on a envie de faire ça et ça, tout le monde fait des films comme ça dans sa vie. Moi je faisais déjà à l'époque,
je faisais toujours ça en automne. Je disais toujours aux étudiants de l'école du cinéma, en automne, j'aurais gagné ma vie l'été et je travaillais gratuitement en automne. Et ça, c'est fréquent comme attitude. Enfin, beaucoup de gens font comme ça, sont prêts à travailler bénévolement pour soutenir ces films à tout petit budget. Oui. Je peux dire quelque chose ? Oui, bien sûr, je vous en prie. C'est aussi un investissement, si vous voulez, dans le futur. Si on aime le scénario d'un premier film d'un jeune homme, on le trouve intelligent, bien fait, il faut trouver de l'argent pour investir dans la préparation, c'est sûr, mais je trouve ça tout à fait normal que le producteur et les techniciens et même les acteurs travaillent pour très peu ou pour rien, s'il faut absolument, parce que ce jeune homme, s'il a vraiment du talent, va devenir un des grands metteurs en scène du monde. Si on décèle cette possibilité, alors c'est impossible de travailler sans aucune rémunération chez nous, mais je trouve qu'on devrait avoir le droit d'investir son temps de travail dans du court-métrage et dans des premiers films dans des limites, si vous voulez, avec des garde-fous, parce que c'est un investissement sur un futur lucratif possible. Merci. Voilà, je pense qu'on a fait un premier tour. C'est peut-être le moment de prendre les questions dans la salle. On va vous passer des micros. Grégoire, oui, je voulais dire un petit mot concernant les films à petit budget. C'est souvent sur ces films-là, évidemment, où on essaye de faire des énormes économies et de réduire les coûts. N'oublions pas qu'il serait aussi très judicieux de réduire les coûts des grosses machines oui, mais ça, je crois en production. C'est tout le sujet du rapport Bonnel, il me semble. Voilà, on va vous passer des micros dans la salle, donc n'hésitez pas à poser vos questions à l'un ou l'autre de nos intervenants. Merci. Et merci de vous présenter également. Serge Siritsky du journal Écran Total. J'ai deux questions pour Cornelia. La première, vous avez dit que pour votre crédit d'impôt, il y avait un critère culturel, alors que le crédit d'impôt français, c'est juste économique. Donc je voudrais que vous expliquiez ce qu'il en est. Et deuxièmement, le crédit d'impôt français, c'est théoriquement 20% des dépenses, mais les études montrent que par rapport au budget, c'est en moyenne, si je me trompe, 8%, parce qu'il y a des plafonds, il y a des choses qui sont écartées. En Allemagne, par rapport à un budget, en moyenne, c'est combien 3 millions, je dirais. Non, mais en pourcentage du le soutien du budget. Du DFFS, voilà. Du DFFS, je dirais que c'est autour de 16% quand même. Ouais. D'accord. Et la première question sur le contrôle culturel ? Oui, le test culturel. Nous avons un test et on vous demande est-ce que c'est une histoire qui se déroule en Allemagne, est-ce qu'il y a des caractères allemands, mais nous disons toujours allemand ou européen. Alors, ce n'est pas que l'allemand. Et puis, ça, ce sont les critères vraiment du contenu. Disons, il faut qu'on revoie peut-être un lieu allemand ou européen qu'on reconnaît dans le film. Et puis, la deuxième partie, ce sont plutôt les points qu'on reçoit sur la participation des acteurs, des professionnels de l'Allemagne ou de l'Europe. Ça, c'est notre test culturel. Il faut remplir 4 critères dans le premier, du contenu, et puis on calcule bien les points dans le reste. Sauf, bien sûr, quand on travaille sous la Convention européenne. Là, on a les points européens. Quand c'est une grande production américaine qui tourne dans les studios allemands, elle peut en bénéficier ou... Ça dépend. Normalement, ce qui se passe, par exemple avec Grand Budapest Hotel, qui va ouvrir la Berlinale, le film de Wes Anderson, ils ont tourné en Allemagne début de l'année passée. Là, les producteurs m'ont contacté assez tôt, les producteurs américains. Ils m'ont envoyé le scénario et j'ai vérifié s'ils puissent remplir les points le test culturel. Il y a bien sûr dans la première partie, disons, une petite flexibilité. Je dis comme ça. Mais pour les autres points, ils doivent vraiment remplir quand même les critères parce que ce que je trouve très important, c'est quand même qu'ils emploient vraiment les responsables des départements, disons, de la production qui sont quand même allemands ou européens. Et comme ça, oui, il y a des projets où nous avons des petites difficultés, mais par exemple, l'autre film qui va aussi sortir pendant la Berlinale, Monuments Men de George Clooney, c'était facile parce que c'est vraiment un film complètement filmé en Allemagne. L'histoire est allemande aussi dans une grande partie. Et comme ça, nous n'avons pas de problème avec ça.
Si je peux juste me permettre, vous savez qu'en France, on n'a pas seulement un crédit d'impôt, mais deux. Et donc, il y en a un spécifiquement dédié en France pour attirer les tournages étrangers en France. Et c'est pour celui-ci, qui s'appelle le crédit d'impôt international, qu'on a également un barème culturel. Alors ça vaut pour les films d'animation comme pour les autres films, avec toute une série de critères à remplir, assez proches du barème allemand. Hein. Donc mettre en valeur le patrimoine artistique, culturel. Voilà. Donc on a également un système de barème assez proche pour ce crédit d'impôt international qui vraiment dévolue à l'attraction des tournages étrangers, américains ou autres d'ailleurs, en France. Bonjour. Bonjour. Angélica Schuller, de la Media Invest. Donc je fais beaucoup de coproductions internationales et notamment aussi des franco-allemandes. Donc c'est pour ça que je devais aussi éventuellement participer à cette table ronde. Donc j'allais justement dire la même chose, c'est-à-dire qu'en France, on a les deux crédits d'impôt, donc on a le même système test culturel. Ce qu'avait déjà mentionné aussi Margaret. Ce que nous, on regrette, peut-être aussi des côtés allemands, parce que souvent les producteurs allemands viennent me voir et veulent faire un film majoritairement allemand, en langue allemande, mais ils veulent tourner en France, parce que c'est très souvent, en fait, ils sont très attirés aussi par les lieux de tournage, par tout ce qu'offre la France, parce que je pense quand même que la France est un des plus grands pays de cinéma et d'industrie technique, et il y a des talents formidables qu'on voudrait utiliser peut-être beaucoup plus. Et d'après ce que j'ai entendu, apparemment, il y a comme pas mal de discussions aussi au niveau du CNC. Pour moi, en tant qu'Allemand, mais qui vit très longtemps en France, pourquoi en France, on ne peut pas faire un seul crédit d'impôt, comme en Allemagne, qui nous faciliterait la tâche, c'est-à-dire on aurait la possibilité d'utiliser donc, le crédit d'impôt national et international, si on le regroupe, avec un test culturel, en fait, sans la barrière de langue. Je sais, je connais le préhistorique, que c'est l'Europe qui vous a imposé ça, mais je veux dire, l'Europe a imposé aux Allemands et aux Anglais, au niveau des négociations aussi, justement le test culturel européen. Pourquoi la France n'a pas fait le même choix? Pas la langue, mais plutôt un test culturel qui permet de garder quand même ces fonds uniquement pour les films européens. Nous, ça nous aiderait énormément parce que ce qu'il faut dire quand même, le crédit d'impôt international n'est pas ouvert à la coproduction. Et si je veux faire une vraie coproduction avec l'Allemagne, je ne peux pas utiliser ce crédit. Il y a des moyens de contourner parce que je peux utiliser ce crédit si ici en France je reste uniquement producteur exécutif, mais du coup je ne suis plus coproducteur du film. Donc très bien. Formidable outil pour aussi pouvoir utiliser donc, les fonds ici en France, mais il est anti-coproduction. Donc c'est un peu le regret qu'on a justement. En Allemagne, c'est très facile parce qu'il y a un seul crédit qui est ouvert à tout. En France, il y a deux crédits. Le crédit national est presque impossible si on n'arrive pas à tricoter, comme dit Margaret, avec les 3-4 points qu'on a disponibles pour les techniciens allemands. Donc utilisé pour une coproduction franco-allemande. Et le crédit international, on n'est pas coproducteur. Donc vous préconisez une fusion des deux crédits d'impôt français. Je pense que c'est une question pour monsieur Pierre-Emmanuel Le Serre. Mais vous avez mentionné l'obstacle européen. Hein, donc on ne peut pas agir pour nous dans nos dispositifs sans être validé dès lors qu'il s'agit d'une aide d'État. Que ce soit un crédit d'impôt ou une aide sous forme de subvention, il faut que ce soit validé par la Commission européenne. Et là, il y avait plusieurs obstacles. Sur la langue française, qui est au cœur de notre système de soutien, en dehors du crédit d'impôt international ou d'autres dispositifs, ça, c'est un fondamental du système français. Donc, je ne peux pas, dans cette conférence-ci, traiter de propositions qui iraient à l'encontre de ce fondement-là, mais c'est la raison pour laquelle on a créé d'autres dispositifs. Et sur les coproductions franco-allemandes, il faut quand même mentionner l'ensemble des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs fiscaux, qui font quand même qu'on arrive à avoir des soutiens publics assez importants pour ces coproductions-là. Le fonds sélectif doté de 3 millions d'euros, ce qui est unique. Il n'y a pas un traité qui le permet. Majoritairement film franco-français quand même. Je veux dire en français, donc c'est... Maintenant, on arrive à avoir un équilibre plus du côté allemand, mais quand même pendant très longtemps, c'était plutôt des films
majoritairement français qui étaient soutenus par ce fonds-là. C'est vrai, mais comme on l'a expliqué, Margaret l'a expliqué, il y avait aussi beaucoup plus de production en France qu'en Allemagne. Là, il y a eu un rééquilibrage très fort en 2012, puisqu'il y a eu plus de coproductions majoritaires allemandes aidées par ce fonds que des coproductions françaises. Après, on en convient tout à fait au CNC qu'il faut, via des améliorations dont on a parlé là, trouver un moyen de rééquilibrer les candidatures entre français et allemands. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on raisonne seulement par crédit d'impôt dans la coproduction franco-allemande, parce qu'on a d'autres dispositifs qui permettent de l'aider. Le moyen, enfin, il y a quand même des aides très substantielles via le fonds sélectif. C'est l'un des fonds les plus généreux. Le fonds sélectif mis en place dans le cadre du mini-traité, celui de 2001 qui a permis d'aider de 10 à 16 coproductions par an. Juste encore dire un mot. Normalement, un accord bilatéral entre deux États, c'est interdit en Europe. C'est pas européen. Et quand on a rédigé les statuts du mini-traité, on a dû faire très attention que ce système est ouvert à tout pays européen qui accepte de mettre une somme équivalente avec l'État français sur la table, parce que nous avons toujours été convaincus que le meilleur multilatéralisme, c'est l'addition de plusieurs bilatéralismes. C'est beaucoup plus efficace, si vous voulez. Donc, on est passé, le texte a été validé par Bruxelles, on est passé, c'est toujours ouvert. Il y a de temps en temps des velléités de l'Italie, de l'Espagne, de mettre sur la table 1 million, la somme n'est pas très importante, 2 millions peu importe d'euros, qui, si la France fait la même chose, mais je souhaite que pour faire fonctionner ces systèmes européens, il y ait plusieurs mini-traités bilatéraux. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur, là. Bonjour, moi je suis d'origine canadienne en fait et je suis installé ici depuis un certain temps, mais avant de venir en France j'avais eu l'occasion de faire 2 coproductions avec l'Allemagne et ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est qu'entre l'Allemagne et le Canada il y a une coproduction aussi au niveau de la télévision qui n'existe pas entre la France et l'Allemagne. C'est un truc que j'ai découvert dernièrement. Entre la France et le Canada par contre. Oui, et c'est le seul pays avec lequel la France a un accord de coproduction télévision. Et voilà, moi je travaille beaucoup plutôt sur de la série lourde. Et pour moi, on parlait de la différence qui, si on veut, entre le culturel et l'industriel. Et je crois qu'en France, elle se situe peut-être un petit peu à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a comme une barrière entre le cinéma et la télévision. Alors, évidemment, on parle surtout de cinéma ici, mais pour moi, il y a des passerelles à bâtir entre les différents niveaux de production parce que c'est ce qui renforce l'industrie dans son ensemble. Et si on parle peut-être de quelque chose qui serait intéressant à développer, ça serait justement le côté coproduction au niveau de la télévision pour permettre une collaboration plus large. Surtout, et là je vais peut-être répondre à la question de la dame tout à l'heure, que justement très dernièrement, là la France a permis à son crédit d'impôt audiovisuel de s'ouvrir aux coproductions. Et là, ça c'est une avancée énorme, quoi. C'est un truc majeur que moi j'appelais de mes voeux depuis longtemps. Parce que déjà, en tant que tel, quand il y a un accord de copro, le crédit d'impôt audiovisuel, depuis longtemps, aurait dû s'appliquer. Mais ça n'était pas le cas. Et effectivement, le CNC avait tendance à, avoir un pouvoir discrétionnaire sur la façon dont le barème était appliqué et à exiger que des techniciens français, que des industries françaises et tout ça, alors que là, ils vont devoir effectivement développer des outils pour réagir à ces nouvelles règles-là. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant et que la France, comme l'Allemagne, devrait développer beaucoup plus les coproductions à tous les niveaux, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Il y a un petit point que je voulais rajouter par rapport à la question des syndicats et des associations, parce que là, il y a peut-être une similarité
moi j'ai l'impression, entre la France et l'Allemagne au niveau peut-être un manque de représentativité des syndicats. Et ça, venant du Canada, encore là, c'est un truc qui est assez surprenant. Moi, depuis que je suis ici, j'ai rarement travaillé avec des techniciens qui étaient syndiqués. Et il semblerait que justement les associations prennent un petit peu le relais à ce niveau-là. Et moi, quand j'étais en Allemagne, ce qui était intéressant, c'était que, en fait, ceux qui dirigeaient un petit peu les horaires, ou en tout cas mettaient un peu les règles, c'était les électros, parce qu'eux, ils étaient syndiqués, et que les autres s'enlignaient un peu sur ce que les électros décidaient. C'est-à-dire que les électros, c'est eux qui, d'une certaine manière, protégeaient le reste de l'équipe. Et ça se passait un peu autour de ce truc-là. Et à ce niveau-là, je pense que si les associations investissaient plus les syndicats, peut-être qu'on obtiendrait une meilleure représentativité, que ce soit d'une façon ou d'une autre dans les deux pays. Parce que personnellement, en tant que producteur, travailler avec des syndicats, c'est plutôt rassurant, plutôt que d'être dans des milieux où on ne sait pas trop c'est quoi les règles en bout de ligne, puis on essaie d'inventer des choses. Oui, en effet, les associations en France, il faut bien le rappeler, jamais elles ne se substitueront aux syndicats qui sont tout à fait légitimes à discuter non seulement des horaires, mais d'être en commission mixte paritaire. Les associations, par contre, sont un parfait thermomètre de la réalité des plateaux, et on se doit, nous, de remonter des informations auprès des syndicats pour mieux comprendre le fonctionnement du travail. Mais les associations n'ont qu'un pouvoir consultatif en France, ce qui n'est pas le cas par exemple en Allemagne, où la BVK, qui est l'association représentative des techniciens, est aussi un syndicat. Il y a une grosse différence. Non ? Ah. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut la grosse différence, je crois, le syndiqué, c'est d'abord, avant tout, c'est secret. C'est-à-dire que nous, c'est absolument impossible de savoir le nombre de personnes qui sont chez Verdi, le syndicat allemand. On estime, quand je discute et je regarde les commissions qui se font entre Hambourg, Munich, c'est les deux villes qui sont les plus actives, on estime à 800 personnes syndiquées dans l'ensemble de l'audiovisuel des médias dans la section, alors que dans les associations, on est 5000. Pour ce qui concerne la région Île-de-France, nous avons signé un accord bilatéral avec le Medion Board Berlin-Brandenburg, qui est notre homologue à Berlin. Il se trouve qu'à Berlin est concentrée une partie significative de la production cinématographique, la production audiovisuelle étant plutôt du côté de Cologne, de Hambourg et de Munich. Donc on travaille beaucoup avec nos amis de Berlin et on essaye de faire de manière très pragmatique se rapprocher nos démarches, ce qui n'est pas simple au regard des critères plus ou moins localisants de nos dispositifs de soutien. Mais on y arrive régulièrement, et on y est arrivé notamment pour le film de Michael Haneke, Amour, qui a bénéficié du soutien conjoint du Medion Board Berlin-Brandenburg, ainsi que du soutien de la région Île-de-France. Et c'est un bon exemple pour nous, mais il y en a d'autres. Hein. Et si on vivait tous ensemble, par exemple, qui est un très beau film, qui a également bénéficié du soutien conjoint des deux régions, malgré la nature assez fortement localisante des dispositifs, en particulier du nôtre, qui est à cet égard plus contraignant que le dispositif allemand. Mais le plus important, c'est le travail qu'on fait en amont sur les projets qui sont développés dans chacune des deux régions, de manière à ce que nos producteurs apprennent à travailler les uns avec les autres, se rencontrent régulièrement, ils le font 2 à 3 fois par an, de façon à pouvoir effectivement, chaque fois que c'est possible, puisque c'est une question de convergence sur le contenu et d'amour et de passion partagée, qu'ils puissent, chaque fois que c'est possible, effectivement coproduire ensemble. Merci. Ah non, allez-y, je vous en prie, le métro. Et après, je passerai à vous. Merci. Je m'appelle Christine Ponzevera, je suis productrice de films d'animation. Je vous remercie pour le panorama sur les dispositifs de financement, notamment publics. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un plafonnement de ces aides publiques dans le financement d'un devis ? En France, je connais un petit peu plus, mais peut-être ça peut intéresser les gens ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dispositif en Allemagne. Et également, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe pour les autres sources de financement ? Encore une fois, en comparaison entre la France et l'Allemagne, on a évoqué les chaînes.
qui investissent un petit peu moins en Allemagne qu'en France. On a évoqué les distributeurs qui ne sont pas forcément indispensables pour les fonds allemands. Voilà, ça serait intéressant. Merci. Merci. Cornelia, vous voulez répondre? Quelle est votre question exacte? Sur le plafonnement des différentes sources de financement en Allemagne spécifiquement, sur les aides. Oui. Ah, les plafonds, vous dites. Oui. Disons, si je parle du DFFF, même de notre fonds là, mais c'est très haut, c'est un fonds automatique, non? Et le soutien limité, le plafond, ce sont 4 millions automatiquement. C'est beaucoup d'argent quand même. Si on a, par contre, si on dépense, parce que j'ai dit qu'on doit dépenser au moins 25% du budget total en Allemagne, si par contre on dépense plus, 35 minimum, on peut avoir jusqu'à 10 millions. Puis en totalité, bien sûr, tout le monde le sait, il y a quand même le plafond au niveau européen, parce que c'est impliqué de la Commission européenne, qu'on ne peut pas avoir plus de 50%. De soutien du total, sauf que ce sont des petits films difficiles, disons, que ça peut être plus. Mais c'est normal quand je regarde nos dossiers qu'on accumule vraiment le soutien des fonds régionaux et des fonds nationaux. Et les fonds régionaux, bien sûr, ont l'obligation qu'on paye, qu'on investisse un certain pourcentage de ce qu'on reçoit dans les Länder. Et ça peut rendre la chose un peu compliquée, mais quand même, on a plus de financement. Et les plafonds sont les mêmes pour les films d'animation? C'est les mêmes plafonds, quels que soient les films? Voilà. Mais, pardon, excusez-moi, il nous arrive, par exemple, au sein du mini-traité, d'avoir des projets de films précis où la part minoritaire est constituée à 80% de subventions, ou la part majoritaire, etc. Et donc, en tout cas, pour cette aide-là, on peut passer avec une demande de dérogation, notamment quand il s'agit des films, des premiers films, si vous voulez. Parce que c'est évident que les minimums garantis des distributeurs, les préachats des chaînes de télévision, disons que l'argent du commerce est beaucoup plus frileux sur les premiers films. Donc on fait des dérogations. Peut-être je peux ajouter que, pas la majorité, mais je reçois pas mal de demandes, bien sûr, de ce dérogation, surtout par exemple pour les films, pour les enfants, animation moins, je dirais, mais documentaire souvent aussi. Alors oui, ça se passe très souvent. Merci. Oui, une question là, plutôt de ce côté-là. Bonjour, Justine Mal, réalisatrice. Je voulais en savoir juste un petit peu plus sur les aides dans le cadre du mini-traité. Donc il y a une aide où il y a 3 millions. Là, le fonds sélectif. Voilà, le fonds sélectif, c'est sur quels critères voilà, je voulais savoir ça. Et où est-ce qu'on peut trouver les informations concernant ce fonds? Est-ce que c'est sur le site du CNC? Et puis pour l'aide au développement dont vous parliez, dont vous disiez qu'elle allait être mise en place cette année, je voulais aussi savoir un peu... Et voilà, parce que moi, ce serait pour un film donc français, mais qui serait tourné entièrement en Allemagne. Et parce que vous aviez l'air de dire que la plupart des films aidés par le fonds sélectif étaient plutôt des films en langue française. Donc je me disais, est-ce que si c'est un film franco-allemand en langue allemande? Ah non, mais ça c'est juste le résultat qu'on a pu constater dans les dernières années. Sauf en 2012, il y a eu un rééquilibrage assez fort et c'était des coproductions majoritaires allemandes qui avaient eu le plus d'aide au fonds sélectif par rapport aux coproductions majoritaires françaises. Mais ça ne veut pas dire que le mini-traité est biaisé en faveur des films en langue française. Hein. Pas du tout. Je laisserai d'ailleurs peut-être Margaret dire un mot sur le fonctionnement même du fonds sélectif. Sur le fonds de développement, qui n'est pas du tout de la même ampleur, évidemment, puisqu'on n'aide pas un fonds sélectif doté à 3 millions, ça peut être 300 000 € en moyenne d'aide accordée à un film. Donc c'est assez conséquent. Pour le fonds de développement, il n'est pas encore mis en place. Nous sommes encore en cours de négociation entre les deux
CNC, donc le CNC français et puis le FFA côté allemand, et surtout le ministère de la Culture côté allemand, mais aussi entre les deux ministères des Affaires étrangères, puisqu'il faut faire modifier, via des échanges de notes, c'est un instrument diplomatique, des dispositions du mini-traité. Donc il n'est pas encore mis en place, mais en gros, ça sera 200 000 € pour des soutiens à des projets en développement. Donc on n'est pas à un stade aussi poussé que la coproduction. Alors, concrètement, pour cette aide au développement futur, c'est obligatoire d'avoir un producteur allemand et un producteur français. C'est pas obligatoire que les deux aient déterminé exactement leur participation finale dans la production du film. Est-ce que ça va être 50-50, 40-60, 30 ? C'est trop tôt à ce stade-là. Il faut que le contrat de l'auteur, du réalisateur, des scénaristes porte l'accord des deux coproducteurs. Donc, reste un peu à réfléchir, est-ce que ça doit être obligatoirement des contrats pour la partie auteur-réalisateur et scénariste des droits français, c'est-à-dire soumis à la rémunération proportionnelle obligatoire, ou est-ce qu'on peut aussi prendre des contrats de droit allemand, mais visés par le producteur français, si vous voulez. Et on pense que le nombre de coproductions, annuelles, si on donne la possibilité à des producteurs de développer ensemble, va augmenter encore. Et la dotation, si vous voulez, la dotation d'aide en développement, au moment où le film viendra au mini-traité, évidemment, si on arrête de coproduire et ça devient un film allemand et espagnol ou un film franco-italien et puis un film franco-allemand, ça s'arrête. Mais si les deux producteurs vont jusqu'au bout, arrivent à aboutir sur le scénario, le budget, les partenaires de financement dans chacun des pays, il sera tenu compte, mais pas à la baisse, des fonds investis au moment du développement. Ça, c'est en gros le projet. Et pour le fonds sélectif, les critères, c'est plutôt artistique ou plutôt avoir un distributeur tout ça? Eh bien, c'est assez intéressant, les comités, parce que comme c'est inné dans toutes les commissions et tous les membres des commissions allemandes que le critère de potentiel public doit rentrer en considération, forcément, on est ouvert, on écoute les arguments, donc petit à petit, ça vient aussi c'est une espèce de coloration Schwarz-Rot-Gold qui se dépose sur les décisions des membres français de cette commission. Maintenant, ça peut aller si c'est un film documentaire, un film à tout petit budget, en tout cas le maximum jamais attribué, c'était 500 000 € à un film qu'on ne peut pas dépasser. Et c'est en gros, on regarde le budget et on adapte, si vous voulez, au coût de production du film, le montant. Les producteurs allemands et les producteurs français demandent chacun une somme. Nous, on regarde si on peut, si c'est juste par rapport au coût du film et si c'est juste par rapport aux autres films qui ont des budgets similaires ou plus hauts ou plus bas. Et quand vous êtes lauréat du Fonds sélectif franco-allemand, vous pouvez également demander l'aide à l'aide au cinéma du monde ou encore à Rimage. Donc, ce n'est pas exclusif d'autres aides. Après, quand vous êtes dans le cadre d'une coproduction transfrontalière, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de votre budget qui est aidé par de l'aide publique. C'est ça qu'on regarde. Mais donc, vous pouvez aller voir d'autres soutiens. Et juste où est-ce qu'on peut se renseigner sur ces... Enfin, il y a un site... Il y a un site internet, qui s'appelle le mini-traité. Je ne sais pas. Il y a quelque chose sur internet, je sais, mais... C'est sur le CNC, d'accord. Okay. CNC ou FFA ou... D'accord, merci. CNC.fr. Oui, à côté, monsieur. Vas-y, je vous en prie.
Bonjour, Fabrice Préel-Cléache d'Offshore. Je suis producteur, je suis membre de la commission cours du Unifrance et du SPI. Le parent pauvre aujourd'hui de la coproduction européenne, c'est le court-métrage. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien chez Rimage, il n'y a rien chez Média. Il n'y a quasiment rien ailleurs. Et c'est dommage parce que c'est là qu'on apprend à coproduire. Moi, je coproduis en court-métrage, beaucoup avec la Belgique, puisque c'est sans doute le premier partenaire des Français. Et on s'aperçoit que coproduire, c'est souvent compliqué techniquement, c'est compliqué pour les réalisateurs, parce qu'ils doivent apprendre que ça pose des contraintes, c'est compliqué pour les techniciens, et qu'on apprend beaucoup en court-métrage. Et c'est vraiment dommage que, par exemple, dans le mini-traité, il n'y ait aucun soutien dédié au court-métrage, parce que c'est quand même le mini-traité le plus, même s'il a des défauts, je dirais le plus parfait qui puisse exister. Et c'est un vrai manque aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a très très peu de coproduction de courts-métrages franco-allemands, alors qu'il y en a énormément en franco-belge. Par exemple, le César cette année, c'est un film franco-belge. Le représentant l'année dernière des courts-métrages aux Oscars, c'était un film franco-belge. Et il y a quelque chose à créer là-dedans, puisque ça sera les réalisateurs qui demain et les producteurs qui demain feront des projets de long-métrage ensemble. Merci. Alors, effectivement, c'est une question très intéressante. Est-ce que la question de l'ouverture du mini-traité au court-métrage se pose, Monsieur Le Serre? Alors, on a déjà beaucoup de sujets à régler là, dans le cadre du mini-traité, notamment de mettre en place le fonds d'aide au développement, d'élargir les coproductions éligibles. Tout ça prend du temps parce que ça fait déjà 2 ans. Moi, je suis arrivé il y a 2 mois, mais quand on regarde les archives du CNC, ça fait 2 ans qu'on annonce le fonds de développement et l'élargissement aux coproductions financières. Donc, si déjà on arrive à se mettre d'accord et à mettre d'accord nos diplomates pour amender les traités en ce sens, ce sera une victoire. Alors, sur le court-métrage, là encore, sous réserve que je ne dise pas de bêtises, parce que je suis trop récent dans le système, mais il me semble que le système français est très ouvert dans son système d'appui, de soutien aux coproductions européennes. Non, la contribution financière du CNC est ouverte aux coproductions européennes, ça pose pas de problème, mais il n'y a pas d'aide propre à la coproduction en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien à Rimage, oui, franco-allemande ou européenne en fait. Et c'est vraiment dommage parce que tout ce qui vient prendre, en fait, les gens du cours au CNC vous diraient que tout ce qui vient prendre dans le fonds CNC français est de l'argent en moins pour les films français. Or, l'idéal, ce serait quand même de développer des aides spécifiques à la coproduction, parce que ça pousserait les gens à aller se rencontrer. Et par exemple, parallèlement, il y a très peu de forums de rencontres de coproduction en court-métrage, tandis qu'il y en a une multitude en long-métrage. Et ça aussi, c'est parce qu'à un moment, pour faire des coproductions, il faut pouvoir se rencontrer. Je pense qu'il y aurait aussi beaucoup à faire là-dessus. Mais même dans les forums de long-métrage, de penser à décliner des rencontres court-métrage. Enfin, vous avez raison, mais je pense que vous devrez attaquer le problème par médias. Parce que si on fait un fonds de coproduction pour le court-métrage réservé spécifiquement franco-allemand, on ne va pas passer à Bruxelles. Il faut que vous obteniez dans un premier temps avec vos collègues des différents pays européens, mais ce n'est pas trop difficile parce que le court-métrage est assez considéré quand même à Bruxelles, une petite ouverture sur un soutien supranational, c'est-à-dire européen, au court-métrage. Et dans un deuxième temps, peut-être, après, on peut regarder les coproductions spécifiques et les subventions spécifiques d'une coproduction bilatérale. Donc, je vous invite à revenir en début d'après-midi parce qu'on parlera du programme Média. Allez, je vous en prie. Oui, Jean-Philippe Neva, Védolam Productions. Vous parliez des films qui ne sont pas obligatoirement sortis en salle en Allemagne. Donc je suis intéressé par quelle est la politique de l'Allemagne sur les autres moyens de diffusion et Internet notamment, la VOD. Est-ce qu'il y a des aides qui existent par rapport à des moyens très ciblés par rapport à ça? Tout d'abord, il y a l'obligation, comme j'ai expliqué avec le DFFF, de sortir en salle et je ne crois pas que ça va changer bientôt. Disons, il y a, je crois, ce que je sais, il y a des fonds régionaux qui aussi demandent à un distributeur, ils veulent aussi voir la probabilité du cinéma, de la publication au cinéma. Il y a
Oui, il y a pour le VOD, je crois que ça commence, un peu de soutien aussi. Et personnellement, je crois vraiment qu'on doit observer la situation très bien. Parce que, quand même, comme nous avons dit, il y a plein de films qui sortent en salle, peut-être trop, on peut dire, parce que les films n'ont pas la possibilité de rester longtemps. Et alors peut-être il y a aussi des films qui, à la fin, ne deviennent pas ce qu'on a voulu au début. Et là, je me demande des fois si vraiment il y a un grand sens de les montrer au cinéma. Mais jusqu'à maintenant, c'est très au début, je dirais, vraiment en Allemagne. Merci. Enfin, il faut se rappeler que la valeur en audience, en nombre de spectateurs d'un film est strictement parallèle et basée sur la lumière qu'il a reçue au moment de sa sortie salle. Moi, personnellement, c'est un avis personnel, je ne crois pas qu'un film qui va direct sur la VOD puisse avoir une audience importante. Il faut que la valeur de la Pay TV, la valeur en DVD, nombre de DVD vendus, VOD, Pay TV, et même en bout de chaîne, les télévisions hertziennes, ce que le distributeur aura pu donner comme lumière, comme existence au film, détermine jusqu'aux chaînes hertziennes le nombre de spectateurs que le film peut avoir. Je dois ajouter que je suis quand même d'accord parce que aussi le DFFF, comme j'ai dit, c'est vraiment un système automatique et pour ça, ce sont vraiment les distributeurs qui doivent regarder et croire aussi dans le projet. Alors là, je suis d'accord, c'est quand même qu'il y a des produits. À la fin, on voit peut-être que ce n'est pas le résultat qu'on a voulu, mais si on n'insistait plus sur la distribution en salle, là, je suis d'accord quand même. Ça doit changer peut-être très très lentement et dans des cas exceptionnels. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ah, si. Serge devant. Oui, je voudrais poser une question concernant les Landers, bien qu'ils ne soient pas ici. Est-ce qu'il y a les Landers aident les films pour avoir des investissements dans leur région et qu'on met celle-là, cette région en valeur, ou est-ce que, comme c'est le cas de 2 régions françaises, ils investissent aussi un peu comme coproducteurs avec une part sur les recettes? Oui, c'est la même situation en Allemagne. Il y a bien sûr, il y a la volonté, on doit, comme je dis, dépenser une certaine chiffre dans les Länder, mais il y a quand même des fonds et surtout, par exemple, Berlin, qui est assez ouvert, qui veut vraiment soutenir les producteurs de la région. Et comme ça, ce sont assez souvent aussi des productions qui ne sont pas entièrement ou à une grande partie tournées dans la région là, mais là ils trouvent des accords. Quand même, on doit dépenser une certaine chiffre, mais ils cherchent et trouvent quand même des solutions de peut-être dépenser un peu moins, mais quand même le fonds régional veut soutenir vraiment le producteur même. Est-ce qu'il demande une part sur les recettes ou jamais? C'est une subvention ou parfois... Ah non, c'est normalement en cas de succès, disons, il demande une part. Ah oui, ça toujours. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Très bien. Je vous remercie pour votre participation et je vous donne rendez-vous à 14h donc, pour une présentation du programme média qui sera suivie de notre table ronde consacrée au retour d'expérience. Merci.